la pratique de la cohérence cardiaque sur un certain temps arrivait même à avoir comme effet de réduire la graisse abdominale. Oui, mais c'est tout ce qui, bien évidemment, parce que, alors, au bout d'un certain temps, hein, c'est évident que, et puis ça dépend de la quantité aussi, mais bien sûr que ça va la réduire, parce que ça joue au niveau endocrinien, comme je vous disais. Si on a une meilleure élimination, si ma thyroïde se réveille, si mes surrénales se réveillent, si mon pancréas n'est plus débordé par les excès de sucre, c'est évident que mon métabolisme a changé. Tout le métabolisme s'est amélioré. Je connais dans ma clientèle des gens qui se sont améliorés considérablement. La graisse abdominale, j'en ai pas eu dans ma clientèle, mais de pathologies lourdes, oui, grâce à ça. J'ai un patient qui devrait être mort, entre guillemets, depuis 3 ans, et Dieu merci, il n'est toujours pas mort. Alors, bien évidemment, il suit les conseils de son médecin en médecine classique, en oncologie, puisque c'est un problème d'oncologie. Il a changé des choses en naturopathie avec mes conseils, et je l'ai guidé dans l'apprentissage de la cohérence cardiaque, et il est allé jusqu'à la méditation, et cet homme, contre toute attente rationnelle, va beaucoup mieux. Donc, ça joue à tous les niveaux du métabolisme. Le corps a une intelligence, c'est-à-dire que le corps va corriger là où il doit corriger. Excusez-moi, je vais couper. Non, c'est moi. Et donc, vous disiez aussi qu'il y a des effets sur le sommeil et que ça retarde le vieillissement de l'organisme. Oui, alors sur le sommeil, oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a un sommeil de meilleure qualité et on va s'endormir plus rapidement si on pratique ces exercices régulièrement. Simplement, vous savez, c'est de s'endormir, de créer ce qu'on appelle un rite d'endormissement. Hein. C'est sûr que si on s'endort avec 3 écrans allumés autour et puis qu'on a regardé la télé ou qu'on laisse la télé allumée, il va besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que c'est pas terrible pour le système nerveux. Donc on est en train là aussi de revenir à quand même des notions, je dirais, assez basiques. Si on va faire une marche en plein air, si les conditions météo le permettent, et que l'on a mangé léger et qu'on s'entoure d'un calme, automatiquement le sommeil va être meilleur. Hein. C'est basique. Hein. Par rapport au télomère, oui, ça c'est intéressant parce qu'en fait on s'est rendu compte que vous savez qu'au bout des chromosomes, vous savez, les chromosomes, ça ressemble à des petits X comme ça, puis à chaque bout des branches, on a ce qu'on appelle des télomères. Et ces télomères, s'usent en vieillissant. Voilà. Et figurez-vous que quand je pratique mes exercices de cohérence cardiaque, de méditation, de contemplation, d'intériorisation, je ralentis le vieillissement des télomères. Donc, je ralentis aussi mon vieillissement physiologique. On le voit quand vous regardez le visage du Dalai Lama, par exemple. C'est un visage qui ne vieillit pas. C'est un peu un exemple extrême, si j'ose dire. On ne va pas tous être des Dalai Lama du jour au lendemain. Mais je trouve ça intéressant parce que, à côté de ça, sur le marché, si vous fouillez un petit peu, vous allez voir qu'on vous vend des crèmes à des prix absolument astronomiques qui sont censées rallonger vos télomères. Et bien, figurez-vous que 5 minutes de cohérence cardiaque 3 fois par jour va faire la même chose. C'est quand même pas mal. Il existe même des applications gratuites sur les téléphones intelligents pour s'entraîner à la cohérence cardiaque. Tout à fait. La cohérence cardiaque, vous avez des applications un peu partout sur YouTube qui vont vous montrer à suivre une bille en fonction du bon rythme, là, 6 respirations par minute. Et puis, bon, ça peut être utile si vous êtes au travail et qu'on a tous notre écran au travail. Mais je vous invite aussi, c'est ce que j'ai écrit un article là-dessus sur mon site, sur la cohérence cardiaque, et j'invite les gens, moi, à pratiquer aussi la cohérence cardiaque en dehors d'un écran. Une fois qu'ils ont compris le rythme, de justement fermer l'écran, de fermer les yeux aussi, et de respirer tranquillement. Comme je dis, si vous savez compter jusqu'à 5, vous êtes capable de le faire. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. On l'enseigne aux enfants, et les enfants, on évite de les mettre derrière l'écran, ils le sont déjà assez. On peut le dessiner, on peut dessiner sa respiration. Et c'est déjà de mettre en contact l'individu avec son propre souffle, qu'il prenne conscience de sa respiration. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. Et oui, je peux, sur l'heure du midi, par exemple, si je suis au travail, aller chercher l'application sur YouTube et suivre la petite bille qui monte et qui descend et respirer en suivant sa vie. Et très rapidement, vous allez vous rendre compte que ça vous fait du bien. Il ne faut pas attendre 3 mois pour voir les effets. Donc, il n'y a pas de palier entre l'inspire, enfin, une fois qu'on a inspiré 5 secondes, il n'y a pas de palier. Pareil, à l'expire, il n'y a pas... C'est plutôt entre l'expire et l'inspire, je dirais. C'est à la fin de l'expire qu'il va y avoir un petit palier. Et ensuite, on repart sur notre cycle. Inspire, expire est lié. Il y a un palier à la fin de l'expire et on remonte. Voilà, c'est
C'est le nous, hein, la façon d'aller chercher. C'est à la fin de l'expire qu'il y a une voie de passage, et pas entre l'inspire et l'expire. Donc ça, c'est pour la cohérence cardiaque. Et effectivement, c'est un petit peu la mode. Tout le monde parle de la cohérence cardiaque, mais simplement, je dirais, vous savez, de prendre du temps pour faire du ménage dans nos émotions, pour aller marcher aussi, hein, pour bouger, pour sortir. Je ne sais pas si vous pouvez repasser la diapositive de la loi des 5 éléments. Si on sort de la diagonale rate-rein, on reprend le mouvement de vie. Le mouvement de vie, voilà. Donc, vous voyez, rate, pancréas, estomac, et vous avez une diagonale qui part vers rein. Toutes les diagonales, en fait, sont des chemins pathologiques. Le chemin de vie, c'est le cercle. Rate, pancréas, poumon, rein, foie, cœur. Lorsque l'on est en santé, lorsqu'on est bien dans notre peau, c'est qu'on est dans le cercle. Quand je suis trop dans mon mental, et je dis bien je autant que nous, hein, on y est tous, c'est que je bloque sur rate pancréas. Et si je bloque sur un des 5 éléments, donc là sur rate pancréas, je vais abîmer mon énergie des reins et donc abîmer mes surrénales. Et si ça continue, je vais même abîmer mon cœur, puisqu'on repart dans les diagonales. Voilà, c'est ça, merci Estelle. Pour le mouvement de vie, en fait, c'est le cercle. Donc quand je m'aperçois que je suis trop en train de ruminer, que je suis dans mes problématiques mentales, regardez ce qu'il y a à faire. Il suffit de descendre de rate pancréas vers poumon, entre guillemets, sur le schéma, c'est facile. Voilà, on descend dans le poumon, donc tout part du souffle. Et on met en mouvement le foie. Le foie, c'est les muscles, hein, médecine chinoise. Donc tout ce qui est exercice, pilates, marche, tout ce qui va faire travailler mes muscles de façon douce et régulière, va débloquer l'énergie qui est bloquée dans les reins, rate-rein. Le triangle rate-rein, c'est le triangle de la pathologie. Donc, quand je m'aperçois que je suis trop dans mon mental, il est urgent de descendre dans mes poumons. Et si je peux, d'aller prendre une marche aussi. Et là, je remets en route la roue de la vie. Ce schéma, vous l'avez dans tous mes bouquins expliqués, etc. Là, c'est vraiment, une fois qu'on a compris ça, je dirais, on s'y applique. Christine, est-ce qu'il y a une différence entre un sport intensif ou par exemple de la musculation en salle et puis un cours de yoga sur ce schéma-là? Oui, bien sûr. Les cours intensifs vont libérer beaucoup de toxines, vont libérer beaucoup de stress qui est bloqué et vont faire du bien à la personne qui aime faire ça. Je crois qu'il faut aller avec sa propre nature. Hein. Vous avez aussi, en fonction de nos groupes sanguins, on a une physiologie différente. Par exemple, les groupes sanguins O vont avoir besoin de faire de la course, de faire de la compétition. Et là, on va avoir, je dirais, un nettoyage massif des toxines. Mais on n'aura pas l'exercice de paix intérieure, on n'aura pas la rotation dont je vous parle. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'en fonction des activités, de l'âge de la personne, de son groupe sanguin, oui, ça va être bien de faire des activités intensives, mais il ne faudra pas oublier de prendre aussi du temps pour se poser, pour ralentir. Le mouvement de vie, c'est un mouvement lent. Hein. Si vous regardez au microscope des cellules, ça ressemble un peu à une méduse dans la mer. C'est un mouvement lent. Le mouvement rapide, ça peut être utile dans certaines psychologies, je dirais, dans certaines tranches d'âge, mais la compétition, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui va équilibrer l'individu. Ça va faire du bien à son corps au niveau des toxines, parce qu'il va lâcher, s'il fait 1 heure de spinning, c'est sûr qu'après il va se sentir détendu. Et peut-être qu'à ce moment-là, il va pouvoir faire ses 5 minutes de cohérence cardiaque à la fin. Donc je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Oui, merci. Et par rapport aux facultés cognitives, alors quel est l'impact de l'état de paix intérieure, donc qui est à cultiver régulièrement pour qu'on puisse vraiment en bénéficier? On s'aperçoit, je vous avais mis une diapositive avec la thermographie du cerveau en fonction donc de l'état de méditation, paix intérieure et l'état actif, si j'ose dire. Voilà, c'est celle-là. Et vous voyez effectivement que c'est beaucoup plus équilibré après méditation qu'avant méditation.
Quand je dis méditation, c'est état de paix intérieure. Et on s'aperçoit qu'on a effectivement un meilleur apprentissage, une meilleure mémoire, une régulation des émotions bien évidemment, et une meilleure conscience de soi. Tout simplement parce que quand je suis dans cet état-là, on reprend toujours le fameux cercle des 5 éléments, vous vous rendez compte que quand l'énergie de vie circule, elle part du poumon, elle se met en mouvement dans rein, elle arrive dans foie, voilà. Et regardez, qui est-ce qui nourrit le mental? C'est l'énergie du cœur. Ça, c'est ce qu'on apprend en médecine chinoise. C'est l'énergie du cœur qui nourrit le mental. Ce que les neurosciences nous apprennent quand ils nous disent qu'il y a plus de connexion entre cœur et cerveau. En fait, on le retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise depuis 5000 ans. Donc, mes capacités intellectuelles, mes capacités de réaction, d'apprentissage vont être améliorées quand je suis dans le mouvement du cercle. Et dans notre monde occidental, on nous a souvent appris, et moi la première, comme beaucoup des gens qui sont à l'écoute en ce moment, que tout partait du mental. C'est-à-dire que quand tu apprends, puis quand tu veux, tu peux. Ben non, tout part des poumons. Premier cri, quand on sort du ventre de notre mère, dernier souffle. Et le mouvement de vie, le mouvement de santé, c'est poumons, reins, foie, cœur, rat, pancréas. Et donc, c'est mon énergie du cœur qui va nourrir mon mental. Quand on a compris ça, on a compris beaucoup. Mais c'est important de rappeler à nos cerveaux soi-disant intelligents et très, très, très complexes que la vie, c'est le souffle. Et que c'est mon cœur qui entraîne, qui nourrit mon cerveau. Vous imaginez quand on dit ça à des chefs d'entreprise qui sont les pauvres très très formatés et qui n'ont pas le choix de l'être. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à enseigner ça dans des entreprises ou là où on m'appelle pour le faire, parce que vous aurez une meilleure efficacité professionnelle si vous pratiquez ce temps d'intériorisation. On dit souvent, il y a une petite blague comme ça que l'on se dit dans nos milieux. Si tu es occupé, il faudrait prendre à peu près 15 minutes par jour d'intériorisation, 3 fois 5 minutes par exemple. Bon. Et si tu as une journée très remplie, si c'est très chargé, prends 1 heure. Parce que cette heure-là va te permettre d'être 10 fois plus efficace dans ta journée qui est hyper chargée. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, rappeler que c'est le cœur qui se met à battre à 3 semaines in utero. Et 3 semaines in utero, en général, la femme, c'est à peine qu'elle est enceinte. Et à 3 semaines in utero, l'ébauche du système nerveux qui va donner donc le cerveau et tout le système nerveux, il y a 3 fois rien. Donc, vous voyez comment... Alors, ça devrait être enseigné carrément dans toutes les écoles, en fait, puisque ça nous forme à être en santé et performant. Donc, ça commence à l'être. Il y a de plus en plus d'expériences qui sont faites comme ça, dans différents pays, mais dans le nôtre aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont enseigner la méditation aux enfants. Alors, adapté à des enfants, c'est évident, mais bien évidemment qu'il faudrait le mettre au programme de tous les programmes scolaires, c'est évident. Au Danemark, par exemple, je sais qu'il y a des cours d'empathie. Cours d'empathie, c'est être à l'écoute de l'autre. Donc, on y vient. Je pense que les jeunes générations vont faire changer les choses parce que on n'a pas le choix, là. Il faut s'y mettre, sinon on va aller très mal. Donc, oui, c'est enseigné. Alors, il y a la cohérence cardiaque, mais il y a aussi... Alors, on parlait des états émotionnels, mais il y a aussi tout ce qui est attitude de gratitude. J'ai l'habitude d'enseigner ça aussi dans des ateliers, et puis il y a un livre qui s'en vient, printemps, été, automne, je ne sais pas, là, mais qui s'en vient sur l'art de la gratitude. En tout cas, il y a des ateliers qui s'en viennent là-dessus. Parce que là, c'est pareil, on s'est rendu compte que de pratiquer une gratitude simple tous les jours, comme par hasard, ça a amélioré ma santé. C'est exactement le même schéma, si j'ose dire, que la cohérence cardiaque. Comment se fait-il que les gens qui n'ont pas des vies extraordinaires, mais qui sont dans la gratitude, soient plus heureux? Alors là, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Ça vient encore des États-Unis. Les États-Unis sont capables du pire et du meilleur, et on va prendre le meilleur. Hein. Donc, il y a des études qui ont été faites depuis une quinzaine d'années avec le docteur Emmons et le docteur Seligman, et ce sont les pères de ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est assez révolutionnaire, la psychologie positive, parce que jusqu'à il y a quelques années de ça, on s'occupait de la psychologie au niveau de la pathologie.
Pourquoi ça va mal? Puis là, ils ont pris carrément le contre-pied. Les gens qui sont heureux, qu'est-ce qui se passe? Comment ils fonctionnent? Pourquoi ils sont heureux? Et donc là, il y a des études très très sérieuses, statistiques à l'appui qui ont été faites là avec ça. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, lorsque je pratique l'art de la gratitude, je fais du bien à mon corps. Alors je vous ai mis une petite référence, fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. Ça, c'est un proverbe amérindien. Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. C'est très juste. Mais fais du bien à ton âme aussi pour que ton corps puisse l'accompagner longtemps. Ça, je dirais, c'est ma version aussi des choses. Pour revenir à ces expériences de gratitude, je voulais quand même juste vous mentionner une expérience qui a été faite par le professeur Emmons et son équipe. Ils se sont dit quand même, c'est intéressant on le sait, que de remercier, d'être conscient de ce que j'ai tous les jours, fait du bien et me rend plus heureux. Mais est-ce que ça a un impact physiologique? Est-ce qu'on va pouvoir le mesurer? Et il y a une étude qui a été faite dans le Minnesota, où il y a une étude très très sérieuse. Ils ont fait ça dans un couvent, figurez-vous, pour que ce soit la même population. C'était donc des femmes qui étaient dans ce couvent et qui devaient écrire, lorsqu'elles rentraient au couvent dans la vingtaine, je dirais, une lettre de motivation. Elles devaient en écrire une autre dans la quarantaine et une autre à 70 ans. Donc ils ont rassemblé toutes ces lettres. Ils ont engagé des statisticiens et ils ont regardé plus exactement le nombre de fois où le mot gratitude ou merci revenait dans tous ces courriers. Et à côté de ça, ils avaient aussi les archives médicales. Et on s'est rendu compte que les personnes qui exprimaient le plus souvent la gratitude avaient une espérance de vie augmentée de 7 ans. Donc, c'est pas rien. L'art de la gratitude, c'est pas toujours évident, parce qu'on n'est pas égaux par rapport à ça. C'est ce que j'enseigne dans mes ateliers, je donne des outils là-dessus, mais c'est quelque chose à développer aussi. Donc mon état psychologique, mon état émotionnel va avoir un impact direct sur mon physique, et bien évidemment, on va faire en sorte que je me sente mieux ou pas. Donc c'est super intéressant, toutes ces études qui nous viennent des États-Unis, et c'est ce que j'enseigne dans mes conférences, dans mes ateliers et en consultation aussi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe lorsque notre pensée n'est pas cohérente avec notre émotion? C'est-à-dire qu'on voudrait les aligner, mais elles ne sont pas... on pourrait ressentir quelque chose, on imagine que la pensée suit, mais si on observe bien, eh ben, elles ne vont pas dans la même direction. Alors quel est l'impact sur le corps à ce moment-là? Je dirais l'émotion doit être prise en compte et traitée avant la pensée. Et lorsqu'on ressent une émotion mais que le mental ne va pas dans la même direction, je crois que la première chose à faire, c'est de s'arrêter et d'attendre, les yeux fermés, et de se centrer sur sa respiration. Et d'attendre. Attendre 5 minutes, attendre 20 minutes, attendre 1 heure. C'est pas évident, il faut se faire aider, on peut aussi aller marcher, mais de ne pas vouloir trouver quoi que ce soit, de rien vouloir. Parce que je crois que c'est important de prendre ça, je l'enseigne aussi dans l'atelier, de prendre en compte ces émotions, les capitales. Parce que de faire comme si je ne sentais rien, c'est mettre une bombe à retardement sous le tapis. Mes émotions, je dois les exprimer. Je dois en parler avec un psychologue, je dois faire de l'art-thérapie, je dois aller les libérer en marchant, je dois aller consulter un ostéopathe ou un massothérapeute. Il faut que je nettoie mes émotions. Et la meilleure façon de les nettoyer, c'est par le souffle. Et là, je m'assois, je me pose et j'attends. J'attends rien. J'attends simplement que les choses se calment. Et là, le cœur va venir nourrir à un moment donné le mental. Et là, le mental va être apaisé sans savoir pourquoi. On ne sait pas, mais on connaît. C'est autre chose. On a la connaissance. Et quelque chose, c'est quand le cerveau nourrit le mental. Donc effectivement, c'est très juste votre question. De temps en temps, on pense ceci ou cela, mais on est complètement pris dans ses émotions. On fait la vidange émotionnelle. J'appelle ça d'ailleurs, moi, la vidange émotionnelle. Il y a toutes sortes d'outils pour la vidange émotionnelle. Il y a l'écriture, il y a l'art-thérapie, il y a la psychologie, il y a l'ostéopathie, ne pas oublier les ostéopathes qui nous aident beaucoup là-dedans. Il y a toutes sortes d'états. Il y a la marche, aller partir marcher 1 heure. Vous savez, quand on a marché 1 heure ou 2 heures,
on a un certain recul après par rapport aux choses. Les choses sont toujours pareilles, mais on n'a pas la même vision. Mhm. Donc il s'agit d'ouvrir un espace, peu importe en fait comment, peut-être écouter le ressenti du moment pour choisir la bonne approche. Et puis se laisser le temps, se laisser le temps, ce qui est pas évident. Hein. C'est là où on a besoin de se faire aider souvent. Se laisser. Pour le moment, je suis triste. Pour le moment, je suis en colère. Juste accepter. Et ça va se dénouer. Et c'est par le souffle que ça va se dénouer. C'est toujours par le souffle que ça va se dénouer. C'est là où justement les thérapeutes ostéo, masso vont nous aider à refaire circuler le chi, le mouvement de vie, le flux, comme disent les ostéos. Voilà, descendre son diaphragme, puis on va et on prendra peut-être pas une décision aujourd'hui. On verra demain, on verra la semaine prochaine. C'est un grand livre. C'est accepter le fait que les choses ne soient pas définies, même si c'est inconfortable. Le passage inconfortable, il est jamais agréable. Aller chercher de l'aide, oui, mais il est nécessaire. C'est une espèce d'accouchement. Hein. Et peut-être l'exprimer d'une certaine façon. Écrire. Moi, je fais beaucoup écrire et brûler. Hein. On écrit ce qu'on ressent. On ne peut pas se mentir. On peut faire semblant par rapport à certaines personnes, mais par rapport à soi, on ne peut pas se mentir. Si je suis en colère, si je suis triste, je le dis, je l'écris, je l'exprime d'une certaine façon. Donc tout ce qui est exprimé va se nettoyer, se libérer en quelque sorte. Donc il faut le sortir de soi, c'est ce que vous dites. Il faut le sortir de soi, sinon ça fait des bombes à retardement dans le corps. C'est bien le problème de beaucoup de pathologies, ça. Il faut le sortir de soi, bien évidemment. Et se faire aider. Souvent se faire aider, parce que c'est pas toujours évident. Et quand on prend conscience d'une croyance, qu'on a conscience qu'elle nous limite ou que c'est un pattern qu'on traîne depuis plusieurs années et qu'on aimerait transformer, est-ce que vous avez des conseils pour modifier profondément cette pensée, pas juste en disant bon je pense différemment, puis une heure après ça n'a pas eu de prise en fait. Est-ce qu'il y a des techniques pour ça? Oui, il y a différentes techniques j'appelle ça des lettres de remise. C'est ce qui sera dans mon prochain bouquin ou dans l'atelier que je donne sur l'art de la gratitude. Là, je vais en parler au mois de mai. Mais oui, il y a des techniques de lettres de remise. Il y a des techniques. Il faut se faire aider en psychologie. Déjà, voir d'où ça vient. Il y a le transgénérationnel qui peut nous apporter des solutions. Hein. Voir d'où ça vient. Pourquoi je fonctionne comme ça? Est-ce que ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ou mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont vécu des choses similaires? Déjà, quand je comprends ce qui se passe sur 5 ou 6 générations, je peux déjà prendre un certain recul et dire bon, mais ça ne m'appartient pas et on va le régler d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a différentes techniques. Moi, j'utilise beaucoup les techniques d'écriture, ce que j'appelle les lettres de remise que j'enseigne. Il y a différentes techniques, là, oui. Ça fonctionne très, très bien et c'est assez rapide comme efficacité. Et puis, j'envoie en art-thérapie, j'envoie en psychologie s'il faut. Oui, il y a différentes techniques. Déjà, d'en prendre conscience et d'aller chercher de l'aide, c'est déjà le début de la guérison, si j'ose dire. Alors Christine, bientôt nous proposons un webinaire pour prendre soin de soi sur tous les plans de l'être. C'est samedi 22 avril. Donc ça s'intitule Les essentiels pour le corps et l'âme. C'est justement le titre d'un de tes livres. Oui. Alors les places sont limitées. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site saneva.ca. C'est donc le samedi 22 avril. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Parce que c'est un événement privé, en fait, tout le monde pourra interagir. Oui, alors là, je vais vous parler de mon avant-dernier bébé, là, puisque le dernier est en gestation. Oui, j'avais écrit ce livre à la demande de mes patients, en fait, où je vais vous donner toutes sortes d'outils à la fois pratico-pratiques pour le corps, avec une pharmacie familiale à avoir, et puis évidemment savoir s'en servir. Quelques pathologies, enfin dans le livre, il y a beaucoup de pathologies, mais là, pendant le séminaire, on va pas passer au travers de toutes les pathologies, mais on en choisira quelques-unes. Et d'ailleurs, si les auditeurs veulent que je parle d'une pathologie plutôt que d'une autre, il faut qu'ils nous le disent. Et puis la deuxième partie sont les essentiels pour l'âme. Donc on va reprendre un petit peu et développer un petit peu plus ce qu'on a fait aujourd'hui, notamment sur la gratitude, etc. Parce que pour moi, un livre de soins, un livre qui parle du soin, doit parler des deux. Donc corps physique, corps émotionnel, corps spirituel. J'ai pas la prétention de guérir les corps spirituels de mes patients, mais de leur donner des outils, de leur donner des pistes pour aller explorer et trouver par eux-mêmes leurs solutions.
Voilà, donc c'est un webinaire, si j'ose dire, pratico-pratique. Excellent. Au printemps, on aime ça en plus. Voilà, oui, il y a beaucoup de choses à faire, à savoir. Et c'est vrai que c'est grâce à mes patients que j'ai écrit ce livre et je crois qu'ils l'apprécient bien, en tout cas. J'ai des bons retours. Oui, ben je confirme. Je le trouve très intéressant. Merci. Alors, cette rencontre prend fin. Je vous remercie beaucoup, Christine, d'avoir été présente avec nous. J'espère que vous qui nous regardez, vous pourrez tirer avantage donc de tout ce que vous avez appris aujourd'hui et puis intégrer ça dans votre vie quotidienne. Vous pouvez joindre Christine Angelard via son site internet qui est christineangelard.com. On l'écrira dans la vidéo. Et est-ce que Christine, tu souhaites ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Vous remercier d'avoir été présent et de m'écouter pendant cette heure. Vous remercier Estelle de m'avoir permis de m'exprimer. Et puis, je dirais, vous encourager, nous encourager. On a toujours, il y a des moments dans la vie où on se sent terriblement impuissant. Et c'est pas drôle. Et au cœur de cette impuissance, il y a un chemin de passage. C'est le chemin du cœur. Et là, si je fais du bien à mon cœur, à mon âme, ou en tout cas si j'écoute cette énergie circuler en moi, déjà je vais me sentir un petit peu mieux. Mais ce qui est aussi intéressant, ce qu'on développera peut-être dans l'autre atelier, c'est que tous les êtres avec lesquels je suis reliée vont ressentir cette énergie. On est tous interreliés. Donc, tenons chacun notre petite lampe du cœur allumée. Souvent, je dis la chambre du cœur doit rester allumée. Et il y a des moments où elle n'est pas très, très allumée, aussi bien chez moi que chez l'autre. Donc, on attend que ça passe, on va se faire aider et on y revient. Et ça, c'est notre pouvoir qui nous appartient et qui est énorme, de tenir la lampe de notre chambre du cœur allumée. Parce que je vais me faire du bien, et je vais faire du bien à tous les gens qui sont reliés à moi, proches ou lointains, tous les gens à qui je pense, tous les gens, tout mon entourage et même au-delà. Je crois qu'en ce moment, la planète est pas mal arrosée d'ombre et c'est de notre devoir, quand on a la chance de vivre dans un pays en paix et d'être relativement en santé, c'est notre devoir de tenir cette chambre du cœur allumée. Je crois que c'est... Et en tout cas, d'aller chercher de l'aide si on a un peu de mal à la tenir allumée. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup pour ce message et votre témoignage. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christine. Merci. Et très bonne journée. À bientôt. Merci, vous aussi. À bientôt. Au revoir.